Merci beaucoup pour l'invitation et l'opportunité de pouvoir vous présenter, oui, effectivement, ce qu'est FCRIN. Donc, c'est un anglicisme, French Clinical Research Infrastructure Network, et ça fait une quinzaine d'années que l'affaire est en cours. Et effectivement, un des aboutissements récents, c'est la création d'un réseau de médecine générale, parce qu'on sait combien la recherche clinique est devenue compliquée à mettre en œuvre, et combien ça peut être utile de s'appuyer sur des infrastructures telles que les réseaux. Donc, historiquement, pourquoi on a réfléchi à FCRIN? Donc, on remonte à une quinzaine d'années. Il y avait un constat, alerte de l'industrie, le nombre d'essais déclarés auprès de l'Agence du médicament est en chute libre en France. Parallèlement, l'État constatait que l'argent qu'il donnait à la communauté européenne pour les enveloppes de recherche était plus important que ce qui revenait à la France en retour. C'était aussi à ce moment-là que, donc, sous la présidence Sarkozy, se mettait en place le programme Investissement à venir pour soutenir l'enseignement et la recherche et l'innovation avec des sommes colossales. Et parallèlement, on n'aura pas le temps d'en parler, mais Jacques Demotte, qui est ici, mettait en place ECRIN, qui est une plateforme, une infrastructure au niveau européen pour faciliter aussi la mise en place des essais multinationaux dans un contexte, vous le savez, très fragmenté de nos systèmes au niveau de l'Europe, avec tous ces pays par rapport à des plus gros pays comme l'Amérique. Et donc, ça nous a donné l'idée, avec Claire Lévy-Marchal à l'époque, qui était responsable du pôle recherche clinique à l'INSERM, d'appliquer au PIA, qui était plutôt fait pour financer des grosses machines et pas tellement des réseaux, mais enfin, on s'est dit qu'on pouvait tenter notre chance, et finalement, on a été retenu. Et l'objectif qu'on avait alors, c'était de mettre en place une infrastructure qui serait nationale, qui fédérerait des forces qui sont très fragmentées dans notre pays par l'histoire. Il y a des CIC, il y a des DRI à l'hôpital, il y a l'INSERM, il y a les hôpitaux universitaires, il y a l'université. C'était pas bien coordonné, mais il y avait plein de forces, et surtout avec l'idée qu'on allait le faire à l'initiative des investigateurs, et qu'on allait se baser sur l'expérience des professionnels pour essayer de monter quelque chose dont on pensait que ça marcherait mieux. Et l'objectif, c'était qu'on soit mieux visible et plus compétitif à l'international, à la fois sur le plan qualitatif et sur le plan quantitatif. Et on a focalisé nos objectifs sur les essais cliniques. Moi, je suis professeur de pharmacologie clinique, je suis neurologue, mais je m'occupe de Parkinson, mais aussi de pharmacologie. Et il y avait cette notion qu'en France, les grands essais à promotion académique initiés par des investigateurs, la France n'était pas très bien placée par rapport à d'autres pays. Et que deuxièmement, il y avait cette perte d'intérêt ou d'attractivité pour les industriels, et on pensait que la taille de la France, l'environnement scientifique, on était mieux armés pour les phases 2 à valeur ajoutée plutôt qu'ensuite les phases 3. Donc en fait, ça c'est l'histoire budgétaire, parce que c'est le nerf de la guerre. Donc vous voyez les évolutions au fil des années des différents PIA, donc depuis le PIA 1 jusqu'à France 2030, et vous avez ici comment on a réussi à obtenir quelques ressources pour mettre en place ce dont je vous parle là. Et le fond de l'idée, c'était que la France, c'est un grand pays, mais qui est petit démographiquement, et même un gros centre à Paris et pas armé pour faire beaucoup d'essais cliniques, et que donc si on est ensemble on le fera mieux et on aura beaucoup d'avantages autour d'un projet stratégique, avec des scientifiques dynamiques, avec un partage d'expertise entre les centres, avec des partenariats, avec une organisation, je ne rentre pas dans le détail, mais pour rendre ça plus efficace, avec une porte d'entrée unique, avec des procédures, avec un modèle économique, avec une démarche qualité, avec des biobanques, avec des cohortes, et puis de travailler avec d'autres réseaux pour partager les solutions aux problèmes communs. Donc c'était cette idée-là, le modèle des réseaux FCRIN, et on s'est appuyé sur un conseil scientifique qui est présidé par le professeur Sampaio de Lisbonne et de Princeton et par Christian Aumann en Allemagne. Et c'est eux qui nous ont aidés à sélectionner un nombre croissant de réseaux. Donc en 2014, avec les premières enveloppes budgétaires, on a financé 8 réseaux. Et vous voyez qu'on arrive en 2025 où on pense qu'on va financer l'année prochaine, c'est la dernière vague de labellisation, 25 réseaux. Et puis j'ai mis là MUST, qui est le petit dernier et qui concerne la médecine générale, qui nous occupe aujourd'hui.
donc voilà comment ça s'organise. Et si vous êtes intéressé, on pourra vous partager les diapositives. Il y a des réseaux et on encourage nos réseaux thématisés sur des pathologies spécifiques à s'ouvrir à des centres non universitaires et aussi à essayer d'avoir des partenariats selon les pathologies. C'est plus facile pour certaines que d'autres avec la médecine générale. Donc, là, c'est la liste. Voilà. Et donc, FCRIN, c'est devenu une infrastructure qui est mature et qui s'appuie donc, sur ces réseaux thématiques, mais il n'y a pas que des réseaux thématiques. Il y a aussi ce qu'on appelle des réseaux d'expertise, c'est-à-dire des réseaux qui sont à la mise en commun de l'intelligence collective, mais sur de l'expertise comme les maladies rares, les dispositifs médicaux. Donc, on a ces éléments-là. On a une plateforme qui peut apporter un appoint méthodologique et un catalogue de tout ce dont on a besoin pour faire de la recherche clinique. Et puis on a aussi une coordination qui est basée à Toulouse, où il y a maintenant une quinzaine de personnes qui aident les réseaux à avoir un support transversal parce qu'on n'a pas toujours en interne la capacité de bien communiquer, d'optimiser la formation, d'avoir une vision claire de notre modèle économique au long cours, etc. Donc c'est cet intérêt aussi de partage collectif. Alors, la dynamique de l'activité de FCRIN, c'est juste, bon, on est évalué régulièrement par l'ANR, donc on a des indicateurs, ça montre que nous progressons. On a des projets de recherche en nombre croissant, vous avez dans les petits carrés là, les pourcentages d'augmentation d'une année sur l'autre, donc avec beaucoup de projets internationaux, avec beaucoup de projets académiques, des projets européens, pas mal de succès au PHRC, beaucoup de partenariats avec les industriels, beaucoup de recrutement de patients et un nombre exponentiellement croissant de publications. Ça, c'est le propre de la recherche clinique. Il faut du temps pour que ça démarre. D'autres indicateurs, si on prend au niveau national, donc on a calculé maintenant, il y a 2 projets sur 10 financés par le PHRC national qui implique FCRIN. On a un taux de succès à l'appel à projet du PHRC qui est supérieur à la moyenne. Il y a des projets qui sont maintenant de dimension et d'enveloppe financière bien plus important, je passe, peu importe. Un rôle, une action sur les jeunes investigateurs, vous voyez, plus de 40% des projets financés par le PHRC et qui intéressent des réseaux de FCRIN sont menés par des PI qui ont moins de 45 ans. Alors, il y a ça, c'est pas très modeste, mais on me l'a mis comme ça. C'est un projet que le réseau Parkinson vient de publier dans le New England sur la neuroprotection en repositionnant un agoniste des récepteurs GLP-1 dans la maladie de Parkinson. C'est simplement pour dire que ce sont des choses qu'on est arrivé à faire et qu'on ne faisait pas avant ou qu'on faisait beaucoup moins bien dans beaucoup de domaines. Et FCRIN était très utile parce que pour monter des projets comme ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez tous les partenaires qu'il y a. Il y a des laboratoires, il y a des charités anglaises, il y a le ministère de la Santé, il y a la coordination. Tout ça, la culture de FCRIN nous a appris en tant qu'investigateurs à être beaucoup plus performants et beaucoup plus ambitieux. Voilà, on est les partenaires de FCRIN, si ça vous intéresse, on pourra en discuter. Alors, je finis par l'évolution de l'infrastructure avant de passer la parole à Must. Donc, vous voyez, il y a eu des séquences chronologiques. Au départ, on a fait la preuve de concept de ces réseaux. Ensuite, on a étendu le nombre des réseaux, on a essayé de décloisonner, et donc là il y a des initiatives, on a des financements complémentaires pour ça, on a une évaluation récurrente, et on a un projet additionnel dans lequel s'intègre le réseau de médecine générale. Donc c'est un petit peu compliqué, je passe, mais il y a une évaluation, ça on s'appuie sur la culture de l'INSERM, mais c'est très important, et on a un conseil scientifique efficace qui nous permet aussi d'être légitime et robuste quand on nous challenge. Et puis juste pour vous dire, donc on a une mission pour évoluer un petit peu, donc construction d'un réseau en soins primaires, c'était fléché jusque-là, on n'avait pas d'a priori, les gens se présentaient avec un projet, si le conseil scientifique considérait qu'ils étaient prometteurs et qu'avec le peu d'argent qu'on pouvait y mettre, ça leur permettrait d'avoir un effet levier utile, on les sélectionnait comme ça. Là, Must, ça a été une commande, le Covid a été un petit peu chaotique en France par rapport à d'autres pays quant à notre réactivité, et on a pensé qu'un réseau de médecine générale, ça serait bien, et c'est ce qu'on essaie d'aider à construire. Deuxièmement, refaire d'autres thématiques et d'autres domaines de labellisation, et là on a ciblé aussi santé des femmes, thérapie innovante, etc. Je ne rentre pas dans le détail. On nous a aussi donné un peu d'argent pour être plus innovant sur la méthodologie. Donc on parlera, il y a 2 réseaux, sepsis et Parkinson,
qui vont se doter de ce qu'on appelle les essais plateformes. Ce sont des infrastructures pour faire des essais randomisés, mais qui sont pérennes, avec un processus adaptatif pour adjoindre des bras supplémentaires ou arrêter pour futilité, mais en partageant un bras contrôle commun. Ça a des avantages. Et puis aussi pour renforcer encore la dynamique à l'Europe, et puis en s'ouvrant en dehors des CHU. Donc, dernière diapositive, là aussi, c'est bien entendu, c'est dans le contexte budgétaire actuel, c'est un exercice intéressant pour lequel je n'avais pas forcément choisi de faire ce métier, mais enfin qui est utile. Et donc, la pérennisation de l'infrastructure avec des financements dans le paysage actuel, mais finalement, le ministère de la Santé contribue, le ministère de la Recherche contribue, les industriels sont partenaires. Donc, tant bien que mal, on y arrive. Et je finis pour dire qu'à l'usage, quand on discute avec les nombreux réseaux maintenant qui font partie de la communauté, c'est utile de se structurer au sein de son réseau, mais c'est aussi utile, grâce à FCRIN, d'avoir une meilleure approche de tous les challenges auxquels on doit faire face quand on fait de la recherche clinique, sur le court et sur le long terme, sur l'organisation. On a maintenant une partie sur la démarche qualité qui est partagée avec tous les réseaux. Beaucoup, quand ils ont commencé, n'avaient zéro démarche qualité, ce qui quand même est un souci pour la qualité de la recherche. Donc c'est articulé autour de cette coordination et des pôles. Et puis je m'arrête là et c'est l'occasion de souhaiter la bienvenue au petit nouveau réseau de médecine générale et de soins primaires qui est MUST. Merci.